something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vodka Martini, notre format spécial James Bond qui nous fait retracer les épisodes clés de la saga 007 avant la sortie en avril prochain de No Time to Die, le 25e épisode de la franchise. Et aujourd'hui, on vous propose une plongée dans ce qui est peut-être un des épisodes les plus pétés et improbables de notre ami James avec Moonraker. Et pour en parler, je suis accompagné par Patrick Dantan. Salut Patrick. Salut Robin. Alors donc, Moonraker, c'est le 4e film avec Roger Moore dans la peau de James Bond, qu'on vient donc de laisser dans L'espion qui m'aimait, qui était finalement un film plutôt sympa. Si vous n'avez pas écouté le Vodka Martini associé, on vous y renvoie. C'est le 11e film de la série. C'est également réalisé par Lewis Gilbert, qui s'était donc occupé du film d'avant, justement L'espion qui m'aimait. Il avait fait aussi On ne vit que deux fois. Et c'est donc, vous en doutez, bien l'adaptation du roman éponyme Moonraker qui est paru en 1955. Je dis entre guillemets quand même, ouais, parce que... On va regarder tout ça, il ne reste pas grand-chose. On va regarder. Voilà, comme très souvent dans ces adaptations, il n'y a plus grand-chose. C'est une coproduction française, d'ailleurs, ce Moonraker. On y retrouve d'ailleurs quelques acteurs Frenchy, genre Jean-Pierre Castaldi, d'autres voilà, qui viennent dire bonjour. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à la fin de L'espion qui m'aimait, comme très souvent dans les James Bond, il y avait le placard à la fin du générique qui disait « Vous retrouverez James Bond dans le prochain film » qui n'était à ce moment-là rien que pour vos yeux. C'est ce qui nous était teasé en tout cas. Finalement, il y a un petit film qui est passé par là quelques années auparavant, c'est Star Wars, et qui a complètement bouleversé le planning des sorties de James Bond. On va profiter de l'engouement qu'a créé Star Wars pour finalement faire un film presque de science-fiction, Moonraker. D'ailleurs, sur l'affiche française, c'était écrit « Désormais, l'espace appartient à 007 ». Donc voilà, les bases sont posées et on se prépare à vivre un truc assez improbable. On peut le dire, je crois, pour l'avoir découvert hier, c'est assez improbable. Il y a des navettes spatiales, il y a des combats spatiaux. Enfin voilà, c'est un peu improbable. Patrick, toi, tu l'as revu aussi pour l'occasion, Moonraker. Ouais. T'en as pensé quoi alors ? Alors juste par rapport à ça, par rapport à l'anecdote en fait, moi ça a été mon premier James Bond que j'ai vu au cinéma à l'époque, en compagnie de mon papa, qui était monstre fan, qui allait au cinéma que pour James Bond, et qui pouvait enfin emmener son fils découvrir les aventures de l'agent britannique. C'était comme un rite initiatique. Et puis alors c'est vrai qu'à l'époque ça a été l'émerveillement parce que j'ai découvert l'action, la classe, les James Bond girls, les voyages à travers le monde. On se promène tout le temps, et en l'occurrence dans l'espace, les gadgets, etc. C'est vrai qu'il bouge beaucoup dans cet épisode. Ça bouge pas mal et du coup c'était vraiment quelque chose waouh. Et donc je l'ai revu là et je dois quand même dire que ça m'a bien refroidi cette nouvelle vision. Ouais, il y a pas mal de raisons qu'il faut un petit peu que je pense que le film a vraiment pris dans les dents avec le temps qui est passé, quoi. Donc Moonraker, c'est en fait une navette spatiale qui est créée par un certain Drax qui l'a offerte à l'armée américaine. Et puis, au début du film, avant le générique, cette navette spatiale Moonraker est volée par deux méchants. On ne sait pas vraiment qui c'est. Et puis, il y a une histoire de gaz toxique qui risque de tuer. Il y a des grands méchants. Il y a le retour de requin aussi. Le grand méchant avec sa dentition en métal qui fait son retour. L'espion, le grand méchant en fait, qui avait aussi dans L'espion qui m'aimait. Et ce méchant Drax, parce que bon, c'est pas un spoil de dire que c'est lui le méchant, a un plan quand même assez radical, on va dire. Un plan assez costaud. Ouais. Mais moi, je trouve assez bien quand les méchants dans un James Bond, ils sont complètement mégalos et puis qu'ils ont un plan énorme et complètement au-dessus, over the top, quoi. Vraiment un plan excessif, parce que je trouve que c'est comme ça qu'ils sont vraiment inquiétants et puis qu'on se dit waouh. Quand même, quoi. Ça rigole pas. En plus, là, Drax, il est très puissant, très, très riche, il fait tout ce qu'il veut. Donc, j'aime bien ce genre de personnage. C'est vrai que là, on est quand même à des années-lumière d'un méchant, par exemple, comme Vivre et laisser mourir, dont on parlait avec Thibaut il y a quelques semaines, où là, c'était un dealer de drogue qui voulait simplement un peu répandre sa drogue un peu à travers le monde et se faire plein d'argent. Non, là, Drax, il a un plan d'une station spatiale où il veut envoyer
voilà, on va pas trop en révéler, voilà. mais il veut un peu changer le monde, comme un gros méchant qu'il est. Et puis vraiment, alors ça c'est un truc je trouve assez essentiel de ce film-là, c'est qu'on sent clairement, et c'est pas peu dire, le passage de Star Wars entre les deux. On est dans de la SF, il y a des pistolets laser. Il y a des combats spatiaux. Une bataille dans l'espace. Même à le dire, j'ai l'impression d'être dans le jeu Camoulox, tu vois. On est dans James Bond et il y a des pistolets laser. Ouais. Moi, je pense par rapport justement au fait que ce projet arrive juste après Star Wars, tout d'un coup, les producteurs se disent « Waouh, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. » et tout. Pour moi, ça dénote un petit peu la façon dont le film a été fait, qui est vraiment, à mon avis, le gros problème un peu du film et qui fait peut-être qu'il vieillit assez mal. Je pense qu'on est en fait dans un gros film de fan service déjà à l'époque, avec une énorme production. Il faut savoir que le film il a coûté 30 millions de dollars de budget à l'époque et ça représentait à l'époque le budget complet cumulé des budgets des 8 premiers films James Bond, quoi, juste pour donner une idée. Donc c'était vraiment un budget colossal. On a passé un cap et puis donc on reprend un petit peu tout ce qui fait James, parce que du coup on est un peu à l'arrache, parce qu'on avait prévu rien que pour vos yeux, mais du coup on est un petit peu à l'arrache, donc on prend un petit peu tout ce qui marche actuellement dans James Bond avec Roger Moore dans un espèce de gros cocktail bien lourd qui finalement se soucie assez peu de l'état d'esprit des premiers James Bond et des romans, quoi, de l'espionnage et ce genre de choses-là. Et il y a pas mal d'éléments qui, à mon avis, donne vraiment cette idée-là. On disait l'influence de Star Wars qui, tout d'un coup, va accélérer et faire bouger le choix de l'adaptation. Et puis aussi, on se dit, mais ouais, bon, qu'est-ce qu'on fait comme ça, on veut un truc. Ah, on a un roman qui s'appelle Moonraker. Moonraker, c'est bien, ça fait science-fiction, etc. C'est super cool. Tu sais, tu connais le titre du roman quand il était traduit à l'époque en France Ça s'appelait Entourloupe dans l'azimut. Et je trouve que le titre collerait tellement bien au film, maintenant, rétrospectivement, avec le côté nanar de certaines séquences, quoi. Enfin bref, voilà. Donc, du coup, on va reprendre très, très peu d'éléments du livre. En fait, quasiment rien du tout. Le titre, le nom du méchant, Hugo Drax, et puis le nom de l'engin. Moonraker, qui en plus dans le livre n'est pas du tout une navette spatiale, mais est en fait un missile. Voilà. Donc c'est un missile avec une tête atomique, enfin ce genre de choses-là. Donc on reprend très très peu de choses et on met une navette spatiale, parce qu'il faut savoir que la navette spatiale américaine, le lancement, il a été fait en 1981, soit 2 ans après Moonraker, mais figure-toi que même ça, ils avaient eu l'idée de coller la date de sortie du film avec le lancement de la première navette spatiale, quoi. Donc t'imagines pourquoi le film et comment il était fait, comment la production s'est montée, quoi. C'est juste hallucinant. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. À aucun moment il y a une envie créative, quoi. Non, absolument pas. De se dire tiens, on va aller dans l'espace. Absolument pas. Il faut clairement y aller rapidos, et puis après le reste de l'histoire, on invente absolument tout, puis on prend un peu tous les éléments de l'époque. Tu disais que c'était une coproduction française. Il y a aussi le Concorde, à un moment, par exemple. Tout à fait. Tu vois, qui était aussi l'avion qui à l'époque, tu vois, était l'avion de maintenant, mais déjà un peu du futur, tu vois, ce genre de choses. Donc, paf, ok, on fout le Concorde dedans. Je pense que la France voulait aussi que du coup, leur Concorde soit mis en avant. Quoi de mieux qu'un film de Bond ? Bah oui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses là qui font que c'est vraiment un gros fan service, quoi. Vraiment. Par rapport aux références à la SF, il y a aussi 2 moments musicaux, tu as peut-être remarqué, qui sont assez marrants. Il y a Ainsi parlait Zarathustra, qui est en fait le morceau qui illustrait l'ouverture de 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick, qui est repris au corps lors d'une scène de chasse. Le clin d'œil est complètement humoristique, complètement décalé, complètement rien à foutre, quoi. C'est vraiment, c'est même pas du deuxième degré. Tu as utilisé le terme nanar, et je pense que vraiment il y a certaines scènes où on est clairement dans du nanar. Ça c'est évident. Il y a aussi le digicode à un moment donné pour rentrer dans un laboratoire. C'est le thème important dans Rencontre du troisième type de Spielberg. Donc vraiment, on veut vraiment dire ok, on fait des références complètement méta au lieu de rester sérieusement dans Bond, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, alors en parlant de musique, on peut quand même noter le retour de John Barry à la musique, qui revient pour cet épisode. Ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt bien, effectivement. Mais ouais, on va prendre ces références, on va les balancer un petit peu comme ça. Et même ça par fait exemple un peu bizarre. La musique, tu évoquais John Barry, on a aussi
le thème qui est du coup chanté par Shirley Bassey. Alors, il est plutôt bien, hein, et puis Shirley Bassey, elle a la voix qu'il faut par rapport à ça, sauf qu'elle a déjà fait 2 chansons de James Bond. En fait, on a demandé, je crois, à Frank Sinatra, qui finalement ne l'a pas fait. Il y avait Kate Bush qui avait été aussi approchée, mais qui ne voulait pas le faire. Donc, du coup, au lieu de trouver quelqu'un d'autre qui a jamais fait, bon, on a Shirley Bassey, ça marche toujours, on la prend, allez, c'est elle qui chantera, et hop, c'est parti, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté-là tout le temps, un petit peu dans le film, quoi. Et puis, alors, on l'a dit, il y a un apport nanar dans ce que ça raconte, dans certaines scènes, dans certains événements, mais ça ne se rajoute, en plus, cet aspect nanar se rajoute à pas mal d'autres détails, c'est-à-dire notamment Roger Moore, c'était un des points qu'on soulevait déjà dans les épisodes précédents, où on sent alors déjà qu'il commence à vieillir un petit peu et qu'il n'a plus forcément la condition physique pour incarner un agent secret qui se bat, qui court partout, etc. On sent aussi gentiment qu'il en a marre. il y a vraiment 2-3 scènes où tu sens que bon. Et c'est vrai que ça fait du nanar, mais aussi Roger Moore qui se bat un peu comme gentiment comme un. Ouais, je crois qu'en fait il tire une seule fois dans tout le film, par exemple. Il y a juste un coup de feu à un moment pendant la partie de chasse au début, et le reste du temps c'est un peu tranquille. Par contre, il emballe. Je sais pas si tu as remarqué dans ce film-là. Là aussi, c'est improbable. Ça, il faut y aller, quoi. Donc en fait, sur le film, je crois qu'après 1 heure de film, il a emballé déjà 3 nanas et il a couché 4 fois. Non, 3 fois. Et puis à la fin, il y a bien entendu toujours la dernière scène d'amour, de sexe, mais cette fois, bien entendu, en apesanteur. Allez, on spoil, c'est pas si grave, quoi. Et puis c'est toujours... Il y a vraiment ce côté-là tout le temps avec des répliques, mais improbables pour emballer les gonzesses. C'est quelque chose il en rate pas une. Terrible, il n'en rate pas une. Terrible. C'est vraiment ça. C'est vraiment emballer de la gonzesse, quoi. C'est même pas, je sais pas, être charmeur, être... Non. Il arrive 2 mots, bonjour, je t'embrasse, ciao, merci. Donc là, il fait assez fort par rapport à ça aussi. Et puis c'est de nouveau un truc, ça sent tellement le truc que les gens aiment voir dans Bond et qu'ils veulent voir. Alors on en met trop, quoi. On en met trop. Couche, on en met trop, et on met aussi pas mal d'action. Alors là, on en discutait juste avant de commencer cet épisode. Là, quand même, les effets, en tout cas tout ce qui est réel, les explosions, etc. Ça marche toujours très bien. Il y a des courses-poursuites, notamment une course-poursuite à Venise, une course-poursuite de gondole. Ouais. Alors la gondole, puisqu'on en parle, il y a juste un truc. Effectivement, elle fonctionne assez bien parce qu'on est sur une gondole avec un gros moteur. Enfin, ça se poursuit à travers les canaux, ça fonctionne bien. Il y a juste un moment un peu embarrassant, je trouve, c'est quand la gondole sort de l'eau, en fait, et il y a des roues sous la gondole, elle commence à traverser toutes les rues de Venise et devenir une espèce de véhicule comme ça, assez ridicule, quoi. Et du coup, on retombe dans le gag. Complètement. Et il y a même dans le montage vraiment des trucs, mais il y a un plan sur un pigeon qui est halluciné de voir cette gondole débarquer. C'est le pigeon vénitien qui est complètement perdu. Enfin, voilà, il y a le pigeon, mais en plus le gag du pigeon qui regarde ça avec l'air choqué, ça intervient après plusieurs plans de coupe avec des autres personnages. Donc on a plusieurs humains qui regardent comme ça, puis on fait le gag finalement. Après, il y a encore le pigeon qui se scandalise et qui est étonné par le passage de cet engin bizarre, quoi. Et puis les potards sont vraiment lancés à fond. On n'a aucune limite. Il y a, je disais, le retour de Requin, le méchant iconique presque de l'espion qui m'aimait, qui là aussi va se retrouver dans des situations mais complètement improbables, où il va manger le câble du téléphérique de Rio avant de grimper dessus et d'y aller et puis après il descend en rappel avec une chaîne. Enfin, c'est tous les potards sont à fond. Il aura même une histoire d'amour, Requin, qui vient un petit peu nulle part, je dois quand même l'avouer. Voilà, moi j'ai découvert ce film pour être honnête hier avec des amis, et vraiment à chaque scène on était un peu là, mais ils vont aller jusqu'à où? Et ils ne s'arrêtent finalement jamais. Et par rapport à cette scène du téléphérique, du combat sur le téléphérique à Rio, ça a terriblement mal vieilli, du fait qu'il y a une espèce d'alternance entre des plans réels qui fonctionnent, faits par hélicoptère avec des cascadeurs sur la cabine de téléphérique qui fonctionnent bien, et des plans où ils sont devant un écran où on projette le décor, et on sent que ça a tellement vieilli, ces effets spéciaux maintenant, que ça passe plus du tout. Voilà. Ces choses-là ne passent plus, quoi. C'est vrai. Mais à l'inverse, effectivement, tout ce qui est, on va dire, fait en réel, là, ça marche toujours assez bien. Il y a d'autres trucs encore qui font reprise. Par exemple, on a de nouveau droit à un homme de main asiatique
qui permet de mettre du kung-fu. Bruce Lee, c'était quelques années auparavant, donc ça permet de mettre du kung-fu, du kendo, des choses comme ça, en l'occurrence dans le film. Voilà, de nouveau, on reprend ces choses-là. Avec une scène où on va exploser un nombre incalculable de verres. Je crois que c'est le record du nombre de verres en sucre qui a été fait au cinéma pour une scène, quoi. Quelque chose comme ça à peu près. Et puis même, par exemple, les James Bond girls qui sont... Alors, je trouve que c'est un des trucs sympas dans le film, c'est que elles sont vraiment très belles. Enfin, je trouve que les James Bond girls, elles sont vraiment belles. Il y a d'abord Corinne Cléry, actrice française qui avait fait des films érotiques un petit peu en France avant, avec Josh Jekin, qui avait entre autres fait Emmanuel, etc., qui est vraiment très très belle, qui finit mal, la pauvre. Et je trouve cette séquence où elle est tuée assez étonnante, parce qu'assez réussie de par l'idée. Parce que tout d'un coup, elle va se faire poursuivre par les chiens du méchant et qui va donc la condamner à être dévorée par eux. Et il y a une espèce de séquence un peu onirique où elle fuit les chiens dans la forêt avec un éclairage qui est pas trop mal, quelque chose presque ralenti, qui fonctionne plutôt bien. Et puis l'idée est vraiment très, très choquante, je trouve, sur le moment, et très dérangeante. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. Non, il y a des trucs à sauver, mais c'est vrai que on va dire le mélange entre Roger Moore qui s'implique moyen. Là, tu parlais de cette bataille contre le samouraï où vraiment tu as l'impression que Roger Moore, voilà, il est là parce qu'il doit être là et puis qu'il en a à peu près rien à faire. Et puis aussi tout. Je sais pas si toi tu l'as senti aussi, mais moi ça m'a vraiment marqué sur pas mal de séquences. Ça traîne. Ouais. C'est incroyable comme ça traîne. Les séquences durent des plombes. Il y a des plans, justement ce coup du téléphérique, le temps qu'il se passe quelque chose. On a des chants contre chants sur les visages de tous les personnages. Oh non, on va se cracher. Oh non, on va se cracher. Ça dure des plombes pour chaque séquence. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que peut-être le rythme est aussi quelque chose qui a évolué avec le temps, tu vois. Et puis mais c'est quelque chose qui m'a moins choqué sur les films d'avant. Là, je trouve vraiment qu'il y a vraiment des séquences qui durent en longueur. Il faut dire aussi, je trouve que les enjeux du scénario, enfin le scénario de manière générale, c'est pas des grosses ficelles, c'est des grosses cordes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça se déroule dans une chose qui est assez un peu prévisible, et puis surtout, voilà, n'importe quel petit détail est prétexte à faire le lien avec la scène d'avant ou d'après, puis sans vraiment beaucoup de soucis de crédibilité, de cohérence, ou de créer quelque chose. Il y a aussi des problèmes de cohérence. Ce qui fonctionne mieux, je trouve, au niveau du scénario, c'est le plan de Drax et le mystère autour du plan, qui arrive quand même à tenir pendant pas mal du film, quoi. Où on arrive quand même à se dire, mais qu'est-ce qu'il veut réellement faire, jusqu'au moment où on est sur la station orbitale, révéler son plan, etc. Et tout. Donc voilà. Mais voilà, de nouveau, trop de choses reprises, etc. Même l'autre James Bond girl, Lois Child, que je trouve sublime. Bon, c'était peut-être la découverte de mon adolescence où j'étais là, waouh, comme elle est belle et tout. En fait, elle devait être dans le James Bond précédent. Et ça, c'était pas fait pour une raison XY, mais je crois parce qu'elle pouvait pas le faire, elle, à ce moment-là. Et du coup, comme il fallait faire Moonraker et trouver une James Bond girl aussi rapidement, je crois en fait, le producteur l'a croisé dans un avion, dans un aéroport, il lui a dit, du coup, sur le prochain film, ça sera toi. Ouais, le tournage commence demain, c'est parti. Style, voilà, c'est ça, on y va, allez hop, ça sera parfait. Tu vois, il y a de nouveau quelque chose qui raconte de nouveau ce truc en urgence, un peu composé de tout ce qu'on peut prendre à la va-vite. Mais d'ailleurs, ce côté vraiment urgence, je le sens aussi dans le scénario. Alors c'est vrai que tu dis on va dire les grandes cordes du scénario sont assez intéressantes, le plan du méchant est assez intéressant, mais il y a plein de petits détails qui en fait ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Il y a des incohérences vraiment à plusieurs moments. Et même le film va même s'auto-flageller en désamorçant lui-même. Il y a une incohérence. On va pas forcément le détailler maintenant, mais il y a une incohérence sur qui a volé Moonraker. C'est une question que tu te poses, et à un moment, James Bond va quand même poser la question à un intéressé en disant mais finalement pourquoi Moonraker a été volé, et en fait la réponse ne veut rien dire, et on met ça sous le tapis, et puis voilà, c'est expédié, hop, voilà, allez, c'est bon, on n'a pas de réponse, c'est pas grave, on a écrit le scénario, on a un petit truc comme ça vite fait, et puis on a trouvé une excuse, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça. On sent vraiment le film fait à la va-vite pour répondre à la demande de SF, de Star Wars, etc. Et je pense qu'on pourrait presque appeler ce Moonraker l'épisode
l'épisode fait en catastrophe de James Bond. Voilà. Mais c'est un petit peu ça. C'est vrai que ça sonne vraiment ça se regarde vraiment comme un truc de récup où il y a plein d'éléments, mais fait avec beaucoup de moyens. Hein, Ah oui, quand oui, même. non, alors C'est là, ça le encore truc. une fois, même si ça a vieilli et tout, on retrouve mais fait aussi avec beaucoup de moyens. On retrouve aussi Ken Adam au décor. Encore une fois, là, on a des décors vraiment sublimes. La base spatiale qui est très bien. Aussi, le domaine terrestre de Drax est aussi. Tu dis vers Iguassou, comme ça dans la jungle. Voilà, aussi il y a ça, et puis il y a aussi une sorte de base de lancement presque lunaire. Enfin, vraiment en termes visuels et en termes de décor, ça marche très bien. Et de nouveau, par rapport à ça, on retrouve une autre chose de la saga James Bond. Et puis là aussi, bien poussé en avant, c'est le côté visite touristique. Tu vois, le truc comme ça aussi. C'est-à-dire que là, ok, alors on va commencer aux États-Unis, mais en même temps en Californie. Ouais. Mais moi, j'étais persuadé, je me souvenais dans ma tête que le film commençait en France. Et je me souvenais pas pourquoi. Et en revoyant le film, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, on nous dit que le méchant, il est tellement mégalo qu'il a fait reconstruire un château du 17e. En Californie, près de ses usines, avec et puis des on voit le pierres importées château de France. importé entièrement de France. Donc c'est pour ça. Donc il y a un côté mégalo qui est pas mal. Et puis le décor est très beau au début par rapport à ce château. Donc il y a cette ambiance très classe, très riche, très luxueuse. Et d'ailleurs un contraste improbable de parler de vaisseaux spatiaux dans un château du XVIIe siècle. Exactement. Et ça c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Et puis après on va encore à Rio où on va voir le carnaval. Enfin voilà, différentes choses. Et puis après on va encore aller bien entendu au sud d'Iguassou qui sont quand même un haut lieu du tourisme et qui sont classés, etc., monuments naturels. Venise à Venise aussi avant et tout. Où on va avoir bien entendu quelqu'un qui passe à travers la fameuse horloge. Enfin, il y a tous ces lieux-là qui sont mis là-dedans et tout, puis qui donnent le côté visite touristique, qui est aussi quelque chose qui fait partie de Bond, mais qui là est nouveau à fond les manettes de nouveau, quoi. Effectivement, il y a beaucoup. Et puis la base dans la jungle est assez belle effectivement au niveau des décors et tout. Bon, après, il y a le problème qui fait décoller, je sais pas combien de navettes depuis la base, puis tu te dis, mais attends, en fait, sur Terre, il y a donc un mec qui est tellement puissant qu'en fait, il peut faire décoller depuis une base secrète 6 navettes spatiales, comme ça, pour une destination invisible dans l'espace, quoi. Et personne n'est au courant, et personne ne les voit partir. C'est superbe. Bon, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es un petit peu à l'extérieur du film, et puis tu commences à voir les grosses ficelles, tu vois plus que ça, quoi. Puis voilà. Est-ce qu'on peut quand même le recommander, ne serait-ce que si on part de l'idée quand même, voilà, je vais pas voir un grand James Bond, mais je vais plutôt voir un film un peu nanardesque. Est-ce qu'on peut quand même trouver du plaisir à voir Moonraker ? Moi, je pense que si on prend un peu de distance en se disant qu'on va voir quelque chose qui maintenant un peu vieilli, puis un petit peu de l'ordre du nanar, je pense pas que il faut essayer de se remettre dans l'état d'esprit de l'époque, parce que c'est impossible et puis ça va pas aider. Mais si on dit, ok, voilà, c'est un peu nanar, mais il y a quelques séquences qui sont assez sympas, et puis il y a des jolies James Bond girls, et puis qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un gros budget de l'époque. Et il y a une bataille dans l'espace. Voilà, mais tu te rends compte qu'à l'époque, c'était nommé aux Oscars des meilleurs effets visuels. Mais quand vous aurez vu la séquence, je sais pas, improbable. On se dit c'est improbable. Mais ça prouve quand même qu'à l'époque, ce qui était fait était quelque chose qui était impressionnant pour les spectateurs et pour la profession. Mais à l'époque, la même année sortait Alien le 8e passager. On dit ça, on ne dit rien. Je crois qu'il est sorti même le même mois au cinéma en septembre, je crois. J'ai vu ça un petit peu quelque part, quoi. Donc voilà, on peut regarder ça aussi comme un espèce de, qu'est-ce qu'on va dire, un melting pot de certains éléments qui composent la franchise James Bond, surtout de la période Roger Moore, quand même. Et puis avec ça, se dire, ok, je tente. Voilà, en tout cas, un film aussi assez improbable de cette période Roger Moore qui nous aura gratifié quand même de qualité assez variable dans ses adaptations, dans ses interprétations de James Bond. Et c'est ainsi que nous, en tout cas, pour le Saloon et le Vodka Martini, on va clore notre partie sur Roger Moore, qui fera encore Rien que pour vos yeux en 1981, Octopussy en 1983,
Et finalement, Dangereusement Vôtre en 1985, son dernier rôle, sa dernière interprétation de James Bond. C'est marrant, rien que pour vos yeux, ça avait été une monstre sortie à l'époque aussi, juste après Moonraker. Il y avait la petite 2 chevaux jaunes là, qui était devenue un truc cultissime. Et puis Carole Bouquet dans le rôle de la James Bond girl. J'ai un souvenir que le film était plutôt sympa. Mais j'avais aussi un souvenir que Moonraker était sympa. Mais rien que pour vos yeux, j'ai l'impression que ça peut valoir la peine. Octopussy, ça va. Dangereusement Vôtre était déjà craignos à l'époque. Donc voilà. Donc en 2020, ça va être pire. Et c'était donc sur cette note-là que Roger Moore laissera ensuite son costume à Timothy Dalton, qui reprendra donc le rôle sur Tuer n'est pas joué. Et celui qui nous intéressera la semaine prochaine, Permis de tuer. On te retrouvera d'ailleurs, oui, Patrick. Ça sera de nouveau moi. Mais oui, Patrick, la semaine prochaine pour donc nous parler d'un des 2 rôles de Timothy Dalton dans le costume de 007. Merci Patrick d'avoir franchi la porte du saloon. Mais avec plaisir. Et puis on se retrouve plaisir. donc la semaine prochaine pour un nouveau vodka martini. Et bien d'ici là, n'hésitez pas, vous allez pouvoir retrouver évidemment tous nos autres épisodes du vodka martini et du saloon sur les différentes plateformes de podcast. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.